j'adhère tout à fait à tes propos quand tu dis on n'adhère pas, mais c'est là, la blockchain, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. On verra on sait qu'elle a aussi des défauts. On peut imaginer que ces défauts soient polis à l'avenir. On parlera un petit peu d'écologie, on est obligé. Tout ça va évoluer. Ça va notamment au travers des NFT dans le champ de l'art. C'est en train de révolutionner le monde de l'art. Hein. Hier à Art Paris, on est diffusé un petit peu dans quelques mois, hein, mais à Art Paris, il y a eu des conférences autour de ces questions. Ça remue évidemment le monde de l'art. Les artistes, il y en a qui sont dessus, il y en a qui vont s'y mettre. Les galeries ont envie d'y aller, mais elles ne savent pas bien comment, parce que pour l'instant, ce n'est pas trop fait pour les galeries, mais c'est en train d'arriver. Les critiques deviennent tous des experts. Les commissaires vont être obligés de s'y intéresser aussi. Les collectionneurs, il y a des nouveaux collectionneurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, j'en ai suivi quelques-uns des collectionneurs de NFT, finalement, qui oublient le nom de l'artiste, qui oublient l'œuvre, qui oublient le sens, qui oublient le concept, mais qui lui donnent les valeurs. C'est intéressant aussi. Le monde change, mais ceux qui, me semble-t-il, sont le plus affectés et doivent réagir tout de suite, et ils ont commencé, c'est les salles des ventes. Parce que ça leur prend un petit peu leur expertise et leur métier. Morale de l'histoire, Christie's y a été à fond, Sotheby's a suivi tout de suite, et sont tous en train de s'y mettre. En fait, c'est à la fois une question de survie, tout simplement. Et c'est en plus une bouffée d'oxygène monumentale. Christie's et Sotheby's, elles étaient en décroissance en 2020. Je n'ai plus leurs chiffres exacts, mais forcément, il y a eu le confinement. Elles ont perdu 4 ou 5% de valeur, ce qui était assez rare. Il y avait une petite crise à leur niveau. Et d'un coup, elles ont la chance de voir des milliers de nouveaux collectionneurs qui n'étaient pas du tout dans les salles d'enchères jusqu'à présent. Il faut comprendre que c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est que c'est peut-être pour moi, et c'est ça que je trouve impressionnant, c'est peut-être la plus grande démocratisation qui a jamais eu lieu dans le monde de l'art. L'art va vers plus de démocratisation depuis… on a eu différentes phases, mais déjà dans les années 60-70, Andy Warhol, quand il est arrivé avec le pop art, il y avait déjà cette volonté de à la fois récupérer des objets de la culture populaire pour en faire de l'art, mais aussi, à contrario, de faire de l'art pour le peuple. Et donc, et avec ces fameuses, quand il arrive avec ce concept je sais plus comment de sérigraphie, on va dire, il a déjà introduit quelque chose de nouveau. Le street art, c'est aller encore plus loin. On va dire, c'est aller dans la rue, chercher justement, notamment dans les banlieues au départ ou dans les zones défavorisées, qui étaient justement très très loin du monde de l'art, c'est aller les chercher pour aller toucher ces nouvelles populations. Et là, on est encore à un niveau important, c'est sur Internet, et là, c'est massif. On a je pense vraiment que dans 20 ans, on aura beaucoup plus de collectionneurs d'art qu'aujourd'hui grâce aux NFT, parce que ça rend ça extrêmement accessible, ça rend les artistes aussi beaucoup plus visibles, en tout cas ceux qui le peuvent. Il y a en fait beaucoup moins de barrières, beaucoup moins d'accessibilité, et donc en effet, tous les intermédiaires vont devoir se poser des questions. Et je pense en effet qu'il y a des collectionneurs d'art NFT avec du meilleur et du pire, hein, comme partout, mais qui n'étaient pas dans ce monde de l'art, qui peut-être n'allaient pas en galerie. Et d'ailleurs, c'est rigolo, puisque tout ça, c'est aussi un petit peu connecté au Covid. Hein, toutes les courbes sont montées avec le Covid. Hein. Le deuxième confinement, les galeries sont restées ouvertes, les galeries étaient blindées de monde, et on était aussi sur les NFT. Il y a peut-être des gens qui sont venus des NFT qui sont venus en galerie, des gens qui sont en galerie qui ont été… Et il y a des ponts. Ça brasse, en fait, c'est ça qui est intéressant. Christie's Sotheby's, par exemple, l'opportunité numéro 1 pour elle, ça va être d'être capable de vendre du Basquiat à ces personnes qui n'en achetaient pas avant. Et donc, il y a les ponts qui vont se créer. On a vu Damien Hirst, en effet, qui est un grand artiste communicant contemporain, on va dire, qui a fait sa première série de NFT aussi, qui a été à la fois adoptée par les gens du NFT et par des gens de l'art contemporain. Et puis pourquoi Damien Hirst? Parce qu'il avait déjà fait quelques coups d'éclat en salle des ventes, tournant le dos à une partie du marché de l'art. Donc il se devait, lui, évidemment, d'y aller. Puis il faut remarquer aussi que c'est juste un gigantesque artiste de l'art contemporain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les grands artistes, les grandes galeries, ou disons parmi les plus visibles, mais en fait, non, sont en train d'y aller. Déjà, les artistes, je connais très très peu d'artistes qui s'y sont pas intéressés. C'est pas possible. Pour moi, c'est presque une faute professionnelle aujourd'hui en tant qu'artiste, ne serait-ce que de ne pas se poser la question. Ne serait-ce qu'en termes de curiosité. J'étais à un de tes lancements au wagon
Et à quelques rangs de moi, il y avait Orlan que je connais bien, que j'ai revu hier, qui a fait notre premier MOOC en 2015 et qu'on salue à l'occasion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, au début, tout ça est assez récent, ça m'a questionné aussi, puis j'ai entendu des gens, oui, un JPEG pour 70 millions. En effet, c'est un JPEG pour 70 millions. Enfin, c'est bien de redire que c'est 15 ans d'une intense activité artistique, avec des premiers carrés qui ne sont pas exceptionnels, des premières images, des dernières où il y a un savoir-faire. Alors après, évidemment, ça continue à questionner, mais n'est-ce pas le rôle de l'art que de questionner? Mais ce qui est bien de rappeler, c'est que Beeple, quand il met ses œuvres, ses images et animations sur une plateforme, on en reparlera, OpenSea, il a déjà une communauté. Et c'est la communauté qui change tout. On vit au XXIe siècle. Wikipédia, c'est pas l'intelligence, c'est la notoriété. Pour entrer sur Wikipédia, d'accord? On est au XXIe siècle. Aujourd'hui, mes étudiants sont beaucoup sur Insta, encore parfois sur Facebook, et puis ailleurs. Ils ne sont pas toujours en école d'art sur Twitter. Moi, je les encourage. Le marché de l'art aujourd'hui, avec les NFT, finalement, il se fait sur Twitter. Ouais, en fait, je pense qu'on peut rentrer là-dedans. En effet, il y a tous ces artistes dont on va parler, Beeple, Pac, Feocious, Trevor Jones, Xcopy, toute une bande. Et il faut voir ce qui se passe sur Twitter. Il faut aller voir ce qui se passe sur Twitter parce que, en fait, c'est une chance. C'est comme ça que je commence le bouquin d'ailleurs. On explique, enfin, c'est mon co-auteur Rémi qui explique dans sa préface qu'on a la chance en 2020-2021 d'être en fait à un moment, à un tournant de l'art, comme si on avait pu être en fait à Paris au début du siècle, quand justement il y a une série de nouveaux mouvements qui se sont créés et qu'il y avait dans les cafés de Montparnasse par exemple tous ces artistes qui étaient en train de créer le fauvisme, le néo-impressionnisme ou même le cubisme. Et donc il y a le côté bande de potes qui sont en train de jouer avec les codes, qui ont compris qu'il y avait des nouvelles technologies, qu'il y avait de nouvelles choses qui se passaient, et qui sont chacun, pour moi, peut-être les maîtres de nouvelles écoles dont on parlera demain. Moi, je suis persuadé que demain, on parlera justement peut-être de beepleisme ou de Pac, des enfants de Pac, des enfants de Xcopy, parce qu'ils ont… En fait, c'est extrêmement varié. On parle de crypto art, mais c'est que des styles différents. Ils ont tous en commun d'avoir été au même moment, au même endroit, et d'avoir justement repoussé les codes. Et par contre, ce qui est génial, c'est qu'ils se font un ping-pong permanent, comme une vraie bande de potes, et ce ping-pong permanent, on peut le regarder sur Twitter. C'est là que ça se passe. En fait, ça veut dire que ça commence avec eux, et avec leurs fans, et avec cette petite communauté. On va dire, moi, j'identifie 2018, avec la naissance de Super Rare, qui est la première grande plateforme de crypto art, comme le moment où on a commencé à voir émerger certains de ces artistes. Ils ont commencé à avoir un petit côté bande de potes, leurs premiers collectionneurs, et petit à petit, ça a fait boule de neige. Et sur Twitter, en effet, ce qui est génial, c'est que sur Twitter, tout est public. Il n'y a pas de « je suis ami, je ne suis pas ami ». Je peux taper le nom d'un artiste et voir tout ce qu'il a dit, tout ce qu'on dit sur lui, tous ses échanges, toutes ses interactions. Et je vais me rendre compte, en effet, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. L'artiste qui me touche le plus aujourd'hui, c'est Murat Pac. Il s'appelle Pac. Donc, c'est un artiste d'ailleurs anonyme, ça rentre encore dans cette culture. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, un collectif. Il y en a certains qui le soupçonnent d'être une intelligence artificielle même, qui a émergé il y a une dizaine d'années sur les réseaux sociaux. Bon, intelligence artificielle. J'aime l'idée. il y en a qui disent qu'il y a une partie de lui qui est intelligence artificielle en tout cas. Mais du coup, déjà son Twitter, pour moi, c'est un début d'œuvre d'art. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, on parle de crypto art. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que le crypto art, c'est une tendance qui définit la relation du collectionneur à l'artiste. C'est là où c'est, comme l'internet art, le net art, avec une première génération les années 90, une seconde les années 2000. Aujourd'hui, on peut considérer que la troisième génération d'artistes sur Internet, finalement, c'est le crypto art, c'est les NFT, et c'est les médias sociaux qui font la différence entre la première génération de net art et la dernière. Finalement, si on veut savoir plus, c'est sur Twitter. C'est le Twitter. En fait, Murat Pac, s'il y a une URL à partager sur Murat Pac, c'est son Twitter. Et tu me disais aussi tout à l'heure, aussi Discord, pourquoi? Parce que c'est le réseau des jeux vidéo. Alors, en effet, donc Discord, on va dire que c'est le premier niveau de découverte, il se fait sur Twitter. C'est-à-dire que tous les projets ou les artistes, moi, que je suis de loin, on va dire, vont être sur Twitter. Après, ce qui m'intéresse vraiment,
je vais aller sur leur Discord. Il y avait leur Telegram aussi avant, mais c'est un peu moins populaire maintenant. Mais le Discord, par contre, donc là, un Discord, c'est un forum dédié à un artiste. Alors je dis ça, Murat Pak n'a pas son propre Discord. Mais il y a une communauté qui a décidé, enfin, officieuse, où on va retrouver toutes les informations sur Pak qui existent sur Discord. Pour Trevor Jones, il a son propre Discord. Les autres artistes comme Feoshus ou Akatao ont leur propre Discord, dans lequel c'est un univers apparent, il y a leur univers sur leur Discord. Et donc, en effet, là, c'est leur propre forum de discussion, et c'est là qu'on va prendre le pouls, qu'on va voir les fans. Et en effet, il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'artiste sans communauté. Et la force aujourd'hui d'un projet, la force d'un artiste, c'est une communauté. Mais c'est déjà un peu le cas, en fait, dans l'art contemporain. La galerie a sa propre communauté. Elle a sa communauté de collectionneurs, elle a sa communauté de visiteurs, de critiques. Sauf que souvent, c'est à la mesure d'un quartier. Alors quand c'est des très grandes galeries, c'est à la mesure du monde. Mais là, c'est vraiment à la mesure du monde, où évidemment, on s'exprime beaucoup en anglais. Alors je voudrais qu'on évoque, qu'on bascule un petit peu en mode case study, avant quelques questions, revenir au général. La première plateforme, celle qui a pris beaucoup de visibilité grâce à Christie's, Beeple, Metakovan, et c'est aussi la première vraiment visible, 2017, c'est OpenSea. Ouais. Hein? Ouais. C'est ça, qui est restée une très grosse plateforme, qui est peut-être la plus importante en termes de trafic. Hein. OpenSea, c'est la seule, j'ai envie de dire c'est la seule pratiquement, alors même s'il y en a d'autres, mais OpenSea, c'est vraiment, nous on l'appelle le bon coin du NFT. C'est la plus grande place de marché secondaire, déjà, et c'est la seule, et c'est une des principales aussi de marché primaire de l'art. Donc c'est vraiment l'endroit où vous allez vous connecter, vous allez voir l'intégralité des artistes dont je vous parle, l'intégralité des grandes collections, elles s'achètent, elles se vendent sur OpenSea. En termes de volume, en fait les volumes ont explosé, là, notamment quand on parle, il y a eu vraiment un record qui a été atteint en août justement 2021. Je crois qu'il y a eu plus d'1 milliard de transactions, $1 milliard de transactions qui ont eu lieu uniquement sur le mois d'août sur OpenSea.